Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Pouvez-vous passer une journée sans téléphone portable? La communauté internationale consacre ce 7 février à la journée mondiale sans téléphone portable. Objectif, réfléchir à l'usage que l'on fait de cet appareil. La thyroïde produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Enfin, si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour en trouver. Êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, sans passer, ferait du bien à la santé. L'usage de cet appareil électronique de communication est aujourd'hui quasi permanent et est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité des interactions et l'empathie entre personnes. Ce 7 février, journée mondiale sans téléphone portable, nous donne l'occasion de nous interroger sur le rapport que nous entretenons avec cet appareil. Suivez ce reportage réalisé par Lucrèce Amoussoui. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Et puis, tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable, si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, quoi. De se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, quoi. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda, calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, eh bien, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux.
Connaissez-vous la thyroïde? C'est une glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Reportage Héloïse Winato. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes, mais pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins, donc là on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles. Et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant quand j'ai examiné, votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. La thyroïde a grossi ou pas. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Des réponses avec Djibril Azonsi, ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais.
Ça, c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais, c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi, je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Hors du Bénin, le Gabon est le plus gros producteur de bois de la zone CEMAC en 2021. Selon des rapports de la Direction générale du Trésor français, le Gabon est passé d'une production de 1,9 million de mètres cubes de bois en 2012 à 3,7 millions de mètres cubes en 2021, soit pratiquement le double en une décennie. Le pays applique un protocole de production et de commercialisation assez strict en la matière. La production de grumes a néanmoins baissé sur la période, passant de 90% à 63%, alors que le Gabon suit une politique de transformation locale et de labellisation de son bois. Depuis 2010, l'État proscrit les exportations de grumes. Les pièces sont conditionnées selon un protocole strict avant d'être commercialisées. Et puis en Guinée, la pratique de l'excision est interdite par la loi depuis plus de 20 ans et passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Mais elle reste très ancrée dans les traditions, si bien qu'aujourd'hui, on dénombre encore près de 97% des femmes ayant subi une mutilation génitale. France 24 donne la parole à des ONG et des exciseuses repenties qui se mobilisent pour faire changer les mentalités. Koya, à une cinquantaine de kilomètres à peine de la capitale, Conakry. C'est ici que vit Mabinti Bangoura. Cette mère de 2 enfants a été excisée adolescente. Elle vit encore les séquelles de cette mutilation génitale. Lors de ma première grossesse, ça a été compliqué. Mon médecin m'a conseillé que c'était dû à l'excision. J'en veux beaucoup à mes parents. Ce que je conseille aujourd'hui aux autres femmes, c'est de ne jamais exciser leurs enfants. En Guinée, où la pratique est pourtant interdite depuis plus de 20 ans, l'excision ne recule pas. 97% des femmes en sont victimes, selon les Nations Unies. Avec leur conviction pour toute arme, les jeunes filles leaders de Guinée, une ONG de défense des droits des femmes, tentent de changer les mentalités. Ça va? Ça va, elle est bien. Elles trouvent une oreille attentive chez cette ancienne infirmière, mais le porte-à-porte qu'elle mène n'est pas toujours aussi simple. À certaines familles qui ne nous acceptent pas du tout et ils ne veulent même plus entendre de l'excision, surtout ceux qui sont religieux. Et il y a d'autres, même quand tu rentres pour parler de l'excision, ils vont commencer à te chasser. La sensibilisation passe aussi par les exciseuses, des matrones respectées dans leur communauté. Dans cette commune rurale voisine, quelques repentis se sont réunis. Hadja Kamara a pratiqué en toute impunité pendant plus de 30 ans l'excision. Aujourd'hui, nous regrettons. Nous avons pitié, même de ces filles que nous avons excisées. Mais c'était la coutume. Imaginez la douleur lorsque tu prends une lame pour couper la chair d'un être humain, sans anesthésie. C'est vraiment terrible. En Guinée, la pratique de l'excision est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. La loi n'est que très rarement appliquée. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.